Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission de Smash Club. Merci pour tous les messages d'encouragement après la première. Dans quelques minutes, je poserai la question du jour pour vous faire gagner 2 free bets de 20 € avec The Bet. Et puis on aura aussi une surprise à vous annoncer concernant Roland Garros. Ceux qui nous suivent sur Twitter ont peut-être déjà une idée. Bonjour Rod Gilbert. Bonjour Greg, bonjour à tous. Plutôt inspiré la semaine dernière à Rome, à part sur Pella, mais bon, il faut dire que Shapovalov a fait une excellente semaine. Ouais, c'est à cause de Shapovalov tout ça. 2 journalistes sont présents sur ce plateau pour t'accompagner, Romain Tamburino et Rodolphe Casse-Juste. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Greg. C'est le moment d'attaquer les choses sérieuses. Direction le tournoi où Leonardo Meyer et Nicolas Basilashvili ont remporté autant de titres que Rafael Nadal. Comme on l'avait annoncé la semaine dernière, beaucoup de surprises à Rome dans la continuité du tournoi de Kitzbühel. À une semaine de Roland Garros, messieurs, faut-il s'attendre encore à des résultats surprenants en Allemagne, sachant que les tournois avant les grands chelems sont souvent sujets aux surprises. On le voit à travers ces statistiques. Messieurs, cette saison, pas de Hambourg en juillet, entre Wimbledon et l'US Open, mais un déplacement juste avant Roland Garros. Forcément, le contexte est différent. C'est quand même difficile de savoir quel poids du coup donner à ces chiffres, et après je vous fais rebondir, mais on vous les donne quand même. Depuis 2010, on est à 60% de victoires des favoris, ce qui positionne le tournoi de Hambourg parmi les tournois avec le plus de surprises, derrière Kitzbühel, Bastad et Sao Paulo. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le tournoi est bien moins prestigieux qu'il n'était. Je rappelle que c'est un tournoi qui a plus de 130 ans, qui est un tournoi ancestral vraiment, et qui était l'équivalent d'un Masters 1000 aujourd'hui et qui se jouait avant Roland Garros il y a quelques années, où là il y avait vraiment tous les meilleurs. Alors le mois de mai, début mai, du côté de Hambourg, on a pu, j'en ai été témoin en tant que joueur, des conditions de jeu parfois très compliquées, de la neige. On a joué sur vraiment des températures très basses, avec des conditions de jeu très lourdes, très humides. Ça sera le cas cette semaine. Qui devrait être un peu le cas cette semaine. Hambourg avait été un tournoi précurseur avec le toit. C'est un des premiers qui ont eu un dès toit, 1999. Voilà, qui a permis de faire des matchs. Alors c'est un toit qui est en toile, qui se déplie. Enfin c'était très moderne pour l'époque. Aujourd'hui ça l'est peut-être un petit peu moins. Mais c'est des conditions de jeu souvent qui sont très très lourdes, avec une terre battue qui est beaucoup plus granuleuse que celle qu'on retrouvera à Roland Garros par exemple. C'est à mon sens pour cette raison que Federer y a gagné beaucoup de fois. Parce que c'est des terres battues qui ressemblent à la terre battue qu'on peut trouver chez lui à Bâle. 2, c'est aussi pour cette raison que Nadal a finalement peut-être moins gagné à Hambourg que sur les autres tournois. Et du coup, messieurs... Tu parlais de surprise. Il faut quand même rappeler que là, ce tournoi, il est mal placé parce qu'il est avant un tournoi du Grand Chelem, donc Roland Garros. Mais normalement, il est de toute façon mal placé, ce tournoi. Parce qu'il est après Wimbledon et avant la tournée en Amérique du Nord sur dur. Mais on aurait dû avoir un Hambourg cette année qui était sur dur. Et oui, c'est vrai. Ils avaient décidé de lâcher la terre battue pour passer sur dur avant la tournée américaine. C'est vrai. Ce qui changeait effectivement la donne pour les joueurs qui allaient y aller. Et donc tout ça pour dire que du coup, là à mon avis, ça change pas grand-chose au niveau des surprises. Ce qu'il faut noter, c'est que normalement, le tournoi, comme il était mal placé, les joueurs favoris, c'était plutôt au mieux un top 20, pas un top 10. Voilà. Là, le plateau il est plus élevé. Et donc du coup, peut-être que les favoris vont être à leur niveau. Et il y aura peut-être un petit peu moins de surprises sur les tout meilleurs. Et ça, c'est valable pour tous les tournois. Parce qu'en fait, depuis il y a eu la reprise avec cet arrêt, dû à la crise sanitaire, les tableaux sont quand même très, très relevés, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, même sur les challengers. Oui. Encore, là, il y a les tournois futurs, la 3e division qui a repris. C'est pareil, les tableaux sont très relevés. Donc ça, c'est plutôt bien pour les organisateurs. Concernant les têtes de série, on a 67% de têtes de série qui gagnent au premier tour. Donc ça fait quand même 33% qui perdent. On en a donc 42 en quart de finale. Donc moins d'1 sur 2 qui arrive en quart, et 35% en demi. Aucune tête de série, à noter, était en demi-finale en 2018 et 2017. Donc, ce qui prouve quand même que ce tournoi est vraiment parfois surprenant. Quelle tête de série voyez-vous en danger sur ce premier tour ? Je vais commencer avec toi, Romain. Alors, on a du Medvedev contre Humbert, on a du Tsitsipas, Evans, Monfils, Bautista, Rublev, Fognini, Schwartzmann. On verra s'il joue à Hambourg en fonction de son parcours à Rome. Qui tu vois, toi, en danger sur ce premier tour, parmi les 8 têtes de série ? Fognini, avec son opération, ses matchs quand même peu rassurants, que ce soit à Kitzbühel et à Rome.
Et il joue Kohlschreiber qui va Il jouer à n'est pas domicile. donné favori par les bookmakers, donc pour toi c'est logique. Oui, ça serait assez logique de le voir, même s'il doit se rassurer avant Roland-Garros, ça serait logique de le voir perdre sur le premier tour. Et aussi Monfils, il y a encore des inconnus. Après Rome, c'est quand même son retour, ça va être son deuxième match face à un joueur qui a fait une finale à Kitzbühel. Donc c'est un danger potentiel. Toi, Rod? Fognini, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je suis d'accord, Fognini, mon fils. Fognini, pour moi, il est en gros danger. S'il faut en choisir d'autres, j'allais dire Bautista Agut, jeune papa, sauf que bon, il joue Basilashvili, donc peut-être que ça ira quand même pour le premier tour, hein, parce que Basilashvili, ça va pas du tout. Alors sinon, s'il faut en choisir un autre, je dirais peut-être Khachanov, que je trouve vraiment assez neutre quoi, depuis un an, et je trouve, même si la terre n'est pas sa meilleure surface, lui il a beaucoup progressé depuis un an et demi. On en parlera tout à l'heure. On va redétailler tout le tableau après en détail. Rod, vite fait, s'il y avait un mot à donner. Alors après, le seul truc de Fognini, l'avantage qu'il a, c'est que Kohlschreiber, il n'est pas en grande forme non plus. Oui. Il a gagné très très peu de matchs depuis un an, donc ça va aller mieux. Ça a été mieux quand même à Rome qu'à Kitzbühel, même s'il est encore loin du compte. Il va encore avoir un nouveau tournoi pour se régler. Par contre, au deuxième tour, s'il joue Rude, même s'il arrivait à passer Kohlschreiber, ça va pas être facile, parce que Rude, en ce moment, il envoie du bois. Justement, là, puisqu'on est sur Fognini Kohlschreiber, on va y rester. Le pourcentage des joueurs invités allemands au premier tour, c'est 5 victoires sur 14, sur les 14 derniers matchs. Donc, bon, c'est pas un bon bilan, mais il y en a quand même qui arrivent à passer. Alors, de mémoire, il y a eu Zverev qui avait été invité une année, donc bon, là, forcément, ça peut aider. C'est là qu'on l'avait découvert, il avait été impressionnant. Ouais. Kohlschreiber, 36 ans, sur une phase plutôt descendante, avec 13 défaites sur ses 17 derniers matchs, en chute libre au classement, invité par les organisateurs par son histoire, c'est sa 16e participation au tournoi. L'Allemand, c'est un joueur multi-surface, Rod, mais c'est sur terre battue qu'il a brillé le plus avec 14 finales sur les 20 disputées, et surtout en Allemagne avec 11 finales en Allemagne, mais aucune à Hambourg. Donc sa meilleure performance, c'est un quart de finale en 2017. Comment tu vois toi, le parcours de Kohlschreiber avec un premier tour face à Fognini? Il va avoir, je pense, un surplus quand même de motivation, de bien se repositionner. Après, il y a quand même Roland-Garros qui arrive. Il sait aussi qu'il a un bon coup à jouer, parce que Fognini, en ce moment, il est quand même plus prenable qu'il pouvait l'être il y a un an. Donc, mais je l'ai trouvé quand même... J'ai regardé un petit peu ses matchs là, sur les 2 derniers tournois. Il est quand même pas non plus en grande forme, hein. Donc ça va être... à mon avis, ça va pas être un match... on va pas atteindre des sommets, hein. Fognini qui avait remporté Hambourg en 2013 et finaliste en 2015. Est-ce que vous y croyez, Romain, Rod? On a compris que non par rapport à vos doutes, mais est-ce qu'il peut malgré tout sur ce match continuer de monter en puissance et créer la surprise face à Kohlschreiber au premier tour? Justement, comme disait Rod, Kohlschreiber, on a quand même une incertitude sur lui, donc il peut avoir cette motivation pour essayer de passer un tour, faire des bons matchs avant Roland-Garros. Après, quand on voit Rude, il y a encore des incertitudes sur Rude, est-ce qu'il va participer ou pas, donc ça sera à voir pour Fognini. Rod, je reste avec toi sur Hanfmann. Un mot. Non, c'était toi, Romain, qui voulait en parler. Pardon, qui vient de disputer une finale à Kitzbühel. Il a obtenu une invitation de la part des organisateurs aux portes du top 100. L'Allemand a quand même remporté beaucoup de matchs en terre battue sur le circuit principal. Pour le moment, il ne compte aucune victoire face au top 20. Tu as son bilan, toi? Il a accepté la wildcard de l'organisation en remplacement de Köpfer. Ouais, qui est spécial exemple. Qui est spécial exemple. Et je trouve que c'est une énorme surprise. Donc peut-être qu'il doit être confiant pour aller loin dans le tournoi, parce que normalement, il aurait dû disputer les qualifs de Roland-Garros et être sûrement tête de série numéro 1 avec son classement. Ça paraît un choix incompréhensible. Donc peut-être qu'il croit en ses chances pour aller loin dans le tournoi. Même si l'altitude à Hambourg, c'est 6 mètres, alors que lui, il a fait 2 finales, c'était Kitzbühel et Gstaad. Oui. Donc... il aura moins son service qui l'a aidé, il aura moins d'effet sur le tournoi. Donc avec une terre humide, normalement ça ne correspond pas vraiment à ses qualités par rapport aux conditions qu'il a eu à Todi, qu'il a remporté fin août. Donc il n'a jamais battu de top 20 mondial, donc ça peut être une première pour lui. 3 défaites en 3 matchs. Contre Monfils. Bon là du coup il joue Monfils, Rod. Ouais.
Il a déçu, il l'a reconnu lui-même sur ce premier tour à Rome face à Kupfer. Mais bon, on sait que Gaël, il est capable de tout. On pensait qu'il s'était bien préparé pour Roland Garros, pour cette terre battue. Il avait renoncé à aller aux États-Unis. Est-ce que c'était quoi le problème sur ce match-là? C'était le fait de la mise en route. Est-ce qu'il peut d'un match à l'autre basculer sur son meilleur tennis? Ouais, je pense qu'il peut basculer sur son meilleur tennis. J'ai un doute quand même. Moi, il a quand même dit qu'il était très stressé, très tendu. Ça m'a un peu surpris. Mais même si c'était son match de reprise, j'imaginais pas qu'avec une telle expérience et de joueur professionnel, mais Rod, tu pourras me contredire, j'imaginais pas qu'il allait être autant stressé sur un match de reprise de ce type-là. Moi, je miserais pas non plus, là, je parle pas forcément de ce premier tour, mais sur l'ensemble du tournoi, sur mon fils, parce que lui, c'est Roland Garros. Et je sais même pas si... Il a besoin de matchs. Il a besoin de matchs et de se rassurer, mais il a fait plusieurs Roland Garros. Il est arrivé, il n'avait pas fait un seul match avant sur terre parce qu'il était blessé ou il avait fait des choix. Voilà. Donc, pour moi, à mon avis, ça le gêne pas de faire qu'un ou deux matchs. Donc, voilà, je sais pas, je le vois pas gagner et le tournoi et aller très très loin parce que je pense que c'est pas son objectif. Rod, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis qu'avec Gaël, on peut pas savoir. Ouais. Voilà, parce qu'on peut pas savoir comment il va être luné. Voilà, c'est vrai qu'il a été décevant là à Rome parce qu'il a joué loin de sa ligne, il jouait court, il faisait pas grand-chose, il n'a pas été capable de réagir non plus sur ce match. Voilà, il a l'occasion de redonner un peu de confiance. Hoffman, il a certes été en finale qui joue, mais il a aussi très bien joué avant sur le circuit secondaire, les challengers, donc il joue sur terre. Alors je partage l'avis de Romain, il est plus à l'aise sur des surfaces comme Kitzbühel qui sont certes de la terre battue, mais qui sont en altitude, ça rebondit beaucoup. Là, ça va moins être le cas à Hambourg. Malgré tout, Hoffman, il est allemand. Depuis qu'il est petit, il joue sur cette terre battue qui est à peu près la même. On la retrouve partout en Allemagne. Donc, il a été élevé sur cette surface. Donc, il sait jouer dessus. Même si le fait d'être en altitude bonifie son jeu, il sait quand même jouer sur une terre battue comme celle qu'on va retrouver à Hambourg. Okay. Après, tout va dépendre de quel Gaël Monfils il va avoir en face. Voilà, tout simplement. Je crois que Gaël, il est capable de battre tous les joueurs présents sur ce tournoi d'Hambourg. Il est capable d'aller au bout, comme il est capable sûrement de perdre au premier tour. Quoi. Concernant les qualifiés, on a 8 victoires sur 20 au premier tour. Un bilan donc plus qu'honorable, dont un titre pour Basilashvili, une demi-finale pour Kovalik, Delbonis. Alors Delbonis même il fait finale je crois, et Lucas Pouille. Et un titre pour le lucky loser Leonardo Meyer en 2017. Donc les qualifiés, on verra. En tout cas, sur ce tableau, c'est Roublev qui aura droit à des qualifiés, c'est Anderson, et puis on a aussi, il me semble de mémoire, Fritz. Greg, les joueurs que vous avez cités, c'est quand même tous des frappeurs. Hein. Ouais. On voit qu'à Hambourg, comme les conditions sont souvent lourdes, il faut de la puissance. Quand on voit un Basilashvili, c'est un de la grosse puissance de feu du circuit. Leonardo Mayer, c'est un grand gabarit avec des grands segments aussi. Lucas Pouille, évidemment, qui est capable vraiment de frapper fort dans la balle. Donc, c'est souvent des conditions de jeu qui vont bien aux très gros frappeurs. Ouais, voilà, c'est intéressant le point de vue technique de Rod. Avant de parier sur un match, voyez qui frappe le plus fort. Après, il n'y a pas que ça. Après, il n'y a pas que ça, parce que Basilashvili, il frappe fort, mais c'est difficile en ce moment d'aller de son côté, parce que quand on voit son niveau de jeu et ce qu'il a produit sur ses derniers matchs, il n'a pas gagné un set. Et puis, c'est quand même un niveau quand même qui est relativement bas, voire très très bas. C'est le moment pour vous de jouer avec le quiz de la semaine. Avant de vous poser la question, voici le nom des deux vainqueurs de la semaine dernière, Cédric Debatty et Clément Derieux. On va se contacter en message privé pour que The Bet vous fasse parvenir vos free bets. 2 nouveaux free bets à gagner, 20 € cette semaine, parmi les bonnes réponses tirées au sort sur le tweet de l'émission. On va voir si vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit depuis le début. Quels sont les 3 joueurs ayant participé aux qualifications du tournoi et qui ont atteint la finale? Voilà, pour répondre, c'est simple. Vous allez sur notre compte Twitter, en commentaire du post, où se trouve le lien de l'émission. Et parmi nos abonnés, s'il y en a qui aiment participer à des concours de pronostics, vous devriez aimer ce qu'on va vous annoncer tout à l'heure. Mais d'abord, analysons ce tableau, messieurs, avec, pour ce premier quart de tableau, on a l'impression quand même une voie dégagée pour Medvedev. Alors évidemment, il faudra se méfier, notamment de Casper Ruud. Mais pour vous, est-ce que le Russe est capable, même si ce n'est pas un spécialiste de terre battue, de percer dans ce tableau?
Il a un bilan de 10 victoires pour 16 défaites sur terre battue, c'est pas terrible. Mais attention, parce que l'année dernière, le Russe avait vraiment franchi une étape. Et de mémoire, il avait fait un bon parcours, notamment avec une demi-finale à Monte-Carlo. C'est ça, c'était l'année dernière. Ouais, tout à fait. À Barcelone. En battant au passage Djokovic. Et une finale à Barcelone. Daniil Medvedev, il a quand même un tableau relativement simple avec Paire, Fognini, Kohlschreiber, Humbert qui n'est pas forcément le meilleur joueur de terre battue. Et attention, il y a son ex-entraîneur. On va aller voir Rod sur Humbert juste après. Un qualifié au deuxième tour, il est sûr de prendre un qualifié. Donc, pour toi, c'est quand même une voie dégagée, on est d'accord pour le Russe. C'est dégagé pour qu'il soit au moins en demi-finale et se préparer pour Roland Garros. Donc logiquement, c'est une bonne préparation pour lui, c'est vrai. Oui, logiquement, on devrait le retrouver assez loin. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, comme on dit. Rod ? Ouais, juste un petit mot au-delà même du tableau, parce que ça dépend aussi de comment va Casper Ruud, parce que voilà, sur terre. Quel qualifié il tirera pour son deuxième tour. Oui, c'est vrai, effectivement. Je pense que maintenant, voilà, c'est une valeur sûre du circuit, enfin de l'élite même. Donc même si la terre, c'est pas là où il exprime le mieux pour l'instant ses capacités et son talent. Il est tout à fait capable d'aller très loin dans le tournoi, et même s'il va pas loin dans le tournoi, je suis pas sûr qu'on puisse en tirer des conséquences sur Roland Garros. Il peut rater Hambourg et faire un super Roland. Voilà. Pour réussir un bon tournoi à Hambourg, il faudra qu'il passe Hugo Humbert au premier tour. Rod, tu connais évidemment très bien Hugo, qui n'avait remporté un seul match sur terre avant le Masters 1000 de Rome, aucun en Challenger, donc c'était quand même une expérience assez faible pour lui sur terre, et pourtant il fait un très bon tournoi. En battant Fognini, Anderson, en prenant un set à Shapovalov. Maintenant, il faudra confirmer l'essai pour lui. Ça va forcément lui amener un gain de confiance. Au départ, c'est pas vraiment sa surface de prédilection, la terre battue, même si il a aussi été élevé sur terre battue, comme beaucoup de joueurs français dans les clubs. Chez lui à Metz, voilà, il a aussi joué sur cette surface de nombreuses fois. Son jeu se porte plus sur des surfaces un peu plus rapides que sur terre battue. Malgré tout, je trouve qu'il progresse. Il a encore besoin d'aguerrir un peu plus encore son jeu sur terre battue. C'est pas un premier tour facile. C'est pas un premier tour facile pour Medvedev, parce que il est pas facile à manœuvrer. Hugo, il sert bien en revers, il prend tôt. Il commence maintenant à un peu mieux enrouler la balle avec son coup droit. Donc un élément qui est quand même important, c'est que Medvedev, c'est sa reprise sur terre battue. Et on a vu quand même à Rome que ceux qui reprenaient sur terre, qui avaient finalement pas eu trop de temps de s'entraîner, je pense notamment, on en parlera après, de Tsitsipas, ils n'ont pas été à la fête quand même. Donc il y a quand même pas mal d'inconnus côté Daniil Medvedev. Ok, un mot, vas-y. Précision sur Hugo Humbert. Qui a été bon à Rome. Moi aussi, il était pas loin de battre Shapovalov. Je sais pas ce que t'en penses, Rod, mais c'est marrant parce que pendant son match contre Shapovalov, il s'est un peu auto-coaché. On l'entendait parler, et en plus on l'entend bien parce qu'il n'y a pas de public. Et il disait, en gros, il disait qu'il y avait une chose qu'il faisait pas assez, c'est être un peu plus entreprenant. Et il s'en voulait de ça. Et je pense qu'il a raison. Parce que il avait en face de lui quelqu'un qui était très entreprenant. Oui, mais parfois il a été un petit peu attentiste sur des balles un peu courtes de Shapovalov, et il aurait pu y aller. Et j'ai l'impression qu'il est pas très loin de monter encore d'un cran sur cette surface. C'est pour moi une des choses qu'il doit régler pour passer le cap au-dessus, c'est qu'il sait qu'il doit y aller un peu plus. Mais souvent, il a envie d'y aller, mais au moment où la balle arrive, il joue, et puis finalement, il retape un coup de plus du fond du court. Voilà. On va voir si contre Medvedev... Je partage l'avis de ce que vient de dire Rodolphe. Je pense que c'est un élément, le porter un peu plus vers l'avant. Après, sur terre battue, c'est toujours compliqué. Il faut avoir toujours le... surtout sur cette terre battue d'Hambourg, où il n'aura peut-être pas l'impression de faire la différence un bon face à Medvedev en plus. Voilà, un bon équilibre entre tenir la balle, jouer des trajectoires plus bombées, et puis ne pas oublier son identité de jeu qui est de se porter vers l'avant. Un dernier mot dans ce premier quart de tableau, Romain, avec toi, sur Casper Ruud, qui continue de montrer que c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète sur terre battue cette saison, avec un titre, une finale. Et là, aujourd'hui, ce dimanche, il est en demi-finale du Masters 1000 de Rome face à Djokovic. Il a confirmé ses progrès. Comment tu vois, toi, ce tournoi de Hambourg ? Est-ce qu'il va réussir à enchaîner ? Comment tu penses qu'il va avancer dans ce tournoi, sachant qu'on est à une semaine de Roland Garros ? C'est toujours pareil. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sans vouloir trop puiser dans sa batterie ? Ça reste quand même un joueur qui a besoin de points. Donc, je pense qu'il va vouloir aller le plus loin possible pour essayer de gagner les points. Et pourquoi pas le tournoi ? Il a toutes les qualités pour gagner le tournoi. Alors que Roland Garros, s'il arrive à un troisième tour, c'est que 90 points.
Donc c'est une occasion pour lui de remporter un tournoi. Alors Hambourg, il aime pas trop. Je ne sais pas si tu as son bilan. T'avais dit j'avais vu qu'il avait une seule 3 défaites au premier tour en Rublev. 4 participations. Bon, c'est une terre. Est-ce que c'est une terre Rod, qui avantage Rude, cette terre lourde là comme ça, qui va être totalement différente de celle de Rome? Pas. Après, il est en train de se passer des choses pour lui. On l'a vu cette semaine. En ce moment, ça a été un peu à Rome, ça a été la révolution des jeunes. Il y a des très jeunes joueurs qu'on a vu vraiment performer. Rude en fait partie. Après, est-ce qu'il va jouer à Hambourg ou pas? Je crois que le match d'aujourd'hui va aussi être important. S'il passe aujourd'hui et qu'il est en finale, il va d'abord évidemment jouer sa finale à fond. Ensuite, il va voir comment il se sent. Il ira à Hambourg sur place. Et puis là, il prendra la décision. Est-ce qu'il va jouer ou pas? Est-ce qu'il est préférable de finalement aller à Paris, se reposer quelques jours et puis aller à Paris et puis jouer Roland-Garros? Imaginons qu'il aille au bout à Rome. Il devient un autre joueur. Il y a forcément d'autres intentions. Il devient un outsider de ce tournoi. S'il est capable d'aller au bout d'un tournoi comme Rome, c'est plus la même chose. Là, aujourd'hui, il est en train de grimper. Il est vraiment en train de monter. C'est quand même un jeune joueur. Il est moins connu que les Tsitsipas, Zverev, parce que pour l'instant, on l'a un peu suivi. Il est un peu monosurface aussi. Il a joué beaucoup sur terre battue, même si à l'US Open, pour la première fois, il a quand même scoré un petit peu sur dur en jouant un tennis qu'on lui avait pas en tout cas vu faire depuis ses débuts sur le circuit professionnel. Donc oui, il y a forcément beaucoup d'attentes. Il faut attendre le match d'aujourd'hui, je pense, pour voir ce qu'il va décider. Deuxième quart de tableau, messieurs, avec, vous allez peut-être me contredire, mais pour moi, aucun spécialiste de la terre battue. On va commencer avec toi, Rod, sur Rublev, qui est la tête de série de Scar. Est-ce que tu le vois du coup profiter d'un tableau qui normalement est à sa mesure? Alors pour moi, c'est un grand oui. C'est même mon grand favori du tournoi. Je fais exprès de ne pas prendre un favori qui est tête de série numéro 1 ou tête de série numéro 2. Parce que déjà, depuis un an, il est impressionnant. Son bilan, je l'avais noté, mais depuis un an. D'ailleurs, ça a commencé à Hambourg. L'année dernière, finaliste. Et depuis, je crois qu'il est à 60 victoires pour 20 ou 30 défaites. Voilà, c'est assez impressionnant. Alors certes, là, il a perdu à Rome dès le deuxième tour, je crois. Il a perdu, je ne sais plus exactement contre qui il a perdu à Rome. Il a perdu dès le deuxième tour. C'est pas Hubert Hurkacz? Si, c'est contre Hurkacz, voilà, exactement. Il a battu Banis et ensuite il a perdu contre Hurkacz. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt un petit accident de parcours. Il revenait de l'US Open, d'un bon US Open où il fait un quart de finale. Donc il a montré à l'US Open qu'il était sur sa lancée de ce qu'il faisait depuis un an. Alors certes, là, on change de surface. Ça y est, il a fait son tournoi pour s'adapter. Maintenant, il arrive à Hambourg. On sait qu'il joue un petit peu comme faisait Thiem il y a encore peu de temps et les dernières années. Il joue tous les tournois à fond. Il ne se pose pas la question. Donc voilà, pour moi, il est en super forme. C'est peut-être pas sur terre qu'il est le meilleur, mais il peut quand même faire mal. Son tableau est dégagé. C'est devenu un joueur beaucoup plus structuré, beaucoup plus construit. Avant, ça partait dans tous les sens. Là, maintenant, il construit ses points. Et dernière, il bat quand même Guarin, Rude et Thiem pour arriver en finale. Donc ça veut dire qu'il aime bien la terre d'Hambourg. Je pense quand même que la terre d'Hambourg, elle est faite pour lui. Bon, du coup, tu vas encore plus. Je confirme à fond sur Rublev. Allez-y. Romain, il y a peut-être un joueur qui, après il faut y croire, Kupfer, va-t-il enchaîner? Du coup, il va enchaîner, je pense, sur ce tournoi, l'Allemand. Qu'est-ce que tu penses de ce Kupfer qui a vraiment créé la sensation à Rome? De mémoire, je ne sais même pas s'il avait gagné un match sur terre battue avant Rome. En tout cas, il n'avait pas joué en Masters 1000, ça c'est sûr. Il a quand même fait un très bon parcours, mais il aura quand même 7 matchs dans les jambes. Pour un joueur qui n'est pas un spécialiste de la terre, comment tu vois ça? Ça va peser pour lui. Mais c'est un joueur quand même qui a énormément de talent. On ne fait pas 8e de finale à l'US Open en 2019 sans avoir de talent. Gagner 7 matchs, prendre un set à Djokovic à Rome. Donc, avec 7 matchs dans les jambes, comme tu l'as dit. Donc, il a quand même tout le niveau pour aller loin dans le tournoi, je pense. Après, face à Rublev, au bout d'un moment, ça va peut-être Bautista Agut au deuxième tour. Ça va peut-être être compliqué pour lui. Un mot justement sur Bautista Agut qui vient d'être papa le 15 septembre, donc c'est très récent. Bautista qui n'est pas un spécialiste de la terre, vraiment pas. Il ne compte que 2 quarts de finale en ATP 500, une demi en Masters 1000 sur 22 tournois disputés. C'est un peu on va dire, sur la carrière de Bautista, c'est un peu le point noir.
avec seulement 59% de victoire. Rod, est-ce que tu vois Bautista dans ce contexte-là aller loin sur cette terre d'Hambourg qui est lourde? Bautista, c'est vraiment un contreur. Alors, quand faire avancer la balle dans des conditions qui avancent pas, c'est quand même assez, à mon avis, compliqué. Après, s'il pleut et qu'on joue en indoor, ça va accélérer aussi les conditions de jeu, ce qui sera peut-être un plus pour lui. Il sait sa reprise aussi sur terre. Voilà, comme c'est pas assez vrai un joueur de terre, c'est pas, en tout cas. Il est espagnol, il a appris aussi à jouer sur terre, il sait jouer sur terre. Bien sûr. Mais il est plus à l'aise sur d'autres surfaces, sur dur, sur gazon, que sur terre battue. Voilà, il y a quelques Espagnols comme ça et il en fait partie. Et on va finir ce quart de tableau avec Basilashvili, 2 fois titré à Hambourg, qui a changé de raquette pendant la suspension du circuit, mais qui apparemment, depuis la reprise, ne tape plus dans la balle. Malgré tout, ça reste un joueur imprévisible. Est-ce qu'un déclic, on sait que la tête joue beaucoup pour un joueur de tennis, est-ce qu'il peut avoir ce déclic-là à Hambourg? Je me souviens que l'année dernière, il n'arrivait pas non plus à Hambourg dans des bonnes conditions, on ne le pensait pas capable de conserver son titre, et puis il a fait le doublé. Est-ce qu'il peut faire le triplé? Ça paraît peu probable, c'est surtout la manière dont il joue. Après, est-ce que le fait de retourner dans un endroit qu'il apprécie forcément, il a quand même gagné 2 fois ce tournoi en ATP 500, c'est quand même pas rien. Alors est-ce qu'en arrivant là-bas, en tapant la balle, il va se dire je me sens mieux? Probablement que oui, un petit peu, mais est-ce que ça va régler tous ces maux? Je suis pas sûr, parce que je l'ai vraiment, pour moi il y a un écart énorme entre ce qu'il faisait il y a 1 an et 2 ans et ce qu'il fait maintenant. Le fait pour moi d'avoir changé de raquette pèse très très lourd dans sa confiance, et le niveau de jeu a vraiment largement chuté. Maintenant tout est possible avec lui, c'est effectivement. Juste avant de passer au 3e quart, une petite stat, donc 4 matchs, 4 défaites depuis la reprise, aucun set marqué et seulement 57% de jeux de service remportés sur son service. Ouais, c'est cata. C'est catastrophique. Après, à un moment, ça va s'arrêter. Je veux dire, il va y avoir probablement. En général, ça se passe souvent comme ça. Il y a un match compliqué. Mais là, il est quand même dans un quart de tableau qui est. Il y a un match très compliqué. Une fois qu'il aura passé l'obstacle Bautista, après, la machine peut se lancer. 1 ou 2 matchs compliqués, et puis de nouveau, on réenclenche une dynamique positive, et puis les victoires reviennent. Là, à suivre, donc, il va falloir le faire contre un joueur qui ne va pas lui donner. Non, il ne va pas lui donner. Mais s'il va le chercher, à suivre. Ce 3e quart de tableau, messieurs, est évidemment le plus relevé. On a parlé de Gaël Monfils tout à l'heure, mais on a aussi du Félix Auger-Aliassime. Romain, tu voulais parler du Canadien? Oui, il y a du mieux chez Auger-Aliassime. On l'a vu à l'US Open, il fait son premier 8e en Grand Chelem. Donc, le fait qu'il ait perdu très tôt dans le tournoi, il sera frais. Donc, ça peut être intéressant pour un joueur qui a comme des finales sur le circuit. Il a fait Rio l'année dernière et Lyon. Alors Rio, c'était il y a... Oui, exact, c'est l'année dernière. Exact. Et des finales cette année sur dur à Rotterdam et Marseille. Il est à la recherche de son premier tournoi, son premier titre. Donc, pourquoi pas. Après, c'est pas vraiment des conditions pour lui. Il n'aime pas trop être patient, il fait beaucoup de fautes. Donc, s'il arrive à dominer ses matchs... oui, après, sans aller dans des longs duels sur terre lourde, à voir, c'est quand même compliqué. Mais pourquoi pas, c'est intéressant pour lui. C'est intéressant, en tout cas. Premier tour pas facile. Sonego, et le deuxième sera pas facile non plus. C'est un bon cogneur, comme tu disais aussi. C'est un bon joueur de terre qui a plutôt bien joué à Rome, qu'on avait découvert au plus haut niveau il y a un peu plus d'1 an à Monaco. C'est un jeune joueur, c'est pas un cadeau pour commencer. Sonego est en grande difficulté sur dur avec seulement 27% de victoire. Lui, c'est vraiment un pur terrien. Alors paradoxalement, c'est sur le gazon qu'il a obtenu son premier titre. Mais bon, il ne faut pas se souvenir qu'avant ce titre sur gazon, il avait connu ses premiers succès à Budapest, à Monte-Carlo. Après, en ce moment, il est un peu dans le trou noir, le Sonego. Il reste sur une série de 16 défaites en 21 matchs. Depuis l'été dernier, il est vraiment sur une pente descendante. Il passe plus le cap, il est au blocage. C'est la première fois qu'il va jouer à Hambourg. Bon, on va voir si ces conditions-là vont lui permettre d'avancer dans le tournoi, dans un quart très relevé. Rod, on a Kei Nishikori qui est dans ce quart de tableau, le japonais qui revient peu à peu à la compétition. Est-ce qu'il t'a convaincu sur ses 2 premiers matchs? Non, d'accord. Pas du tout, non. Je suis inquiet pour Kei Nishikori. Il n'a pas joué Cincinnati, il a contracté le coronavirus. Ensuite, il n'a pas joué non plus l'US Open.
Faut rappeler qu'il était blessé au coude, donc il avait arrêté sa saison après l'US Open 2019. Donc en fait, en gros, il n'a pas joué depuis 1 an. Là, il a refait 3 matchs, une défaite d'entrée à Kitzbühel face à Kecmanovic, et puis là, une victoire, puis une défaite à Rome. Je l'ai vu jouer, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout. Et Nishikori. Alors, le premier set, ça va, mais après, physiquement, au milieu du deuxième, il commence à couler. Mais et puis, en plus, il ne l'a pas caché. Enfin, ça se voit, quoi. Ça se voit, il souffre. Et alors, c'est ça. Et quand on connaît son style de jeu, tout en timing, c'est un joueur qui peut être exceptionnel. Sur terre, il a fait des trucs incroyables. Il a failli battre Nadal, on se souvient, à Madrid en 2014. Statistiquement, sa meilleure surface, je le dis, parce que ça peut surprendre. Mais c'est sur terre qu'il a gagné Barcelone. Il a gagné Barcelone 2 fois. Et donc, en 2014, il menait 6-2, 3-0 avant de se blesser contre Nadal. Mais sauf que pour faire ce genre de performance, il faut qu'il soit à 100% physiquement, parce qu'il lui faut un timing parfait et qu'il soit tout de suite sur la balle. Il prend la balle de manière assez précoce, et là il n'est pas du tout au niveau, je pense. Alors ça veut pas dire que après en plus il prend Garin. Son tableau il est hyper dur, hein. Il prend Garin, il peut potentiellement prendre Monfils, un Schwartzmann, alors pour le voir aller en finale ou gagner le tournoi. Donc voilà, je ne miserai pas du tout sur Nishikori sur ce tournoi-là. Ça veut pas dire après qu'il va pas. Voilà, il est peut-être encore en phase de préparation lui, et peut-être qu'à Roland ça sera mieux, mais là dans ce tournoi-là c'est dur. Juste un mot avant de passer au 4e quart de tableau encore sur Diego Schwartzmann. Rod, il a remonté la pente, il était poussif sur la tournée américaine, il a frappé un grand coup en terrassant Rafael Nadal en 2-7. Ils sont peu à l'avoir fait. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de sa prestation? Qu'est-ce que tu penses de lui? Je sais que tu l'apprécies beaucoup, c'est un petit joueur que tu aimes vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, il n'avait pas bien joué sur dur, pas bien joué sur le premier tournoi sur terre à Kitzbühel. Et puis là, il est capable, dans un gros match, parce que quand on affronte Nadal sur terre, c'est forcément un très très gros match d'aller le battre en 2-7. Alors on pourra dire oui que c'était pas le meilleur Nadal qu'on peut voir, mais en fait Schwartzmann il a quand même bien mené sa barque, être capable comme ça de tenir la balle et en même temps de contre-attaquer, de surprendre l'adversaire, de venir au filet à bon escient. Prouve que, il pose souvent des problèmes sur terre battue à Rafael Nadal, et que 2, c'est un excellent joueur de terre et qu'on ne peut pas ne pas compter sur lui. Ok. Et à Hambourg, comment tu vois? C'est compliqué. L'inconnu, encore une fois, c'est la même chose que Ruud. Ça n'a rien à voir de faire demi-finale et de se retrouver en finale, voire de gagner le tournoi. Parce que les perspectives derrière seront tout autres. Aujourd'hui, s'il est amené à être battu en demi, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas Hambourg à fond. En revanche, s'il est en finale, tout dépendra de son état physique, tout dépendra des 2 matchs supplémentaires qu'il aura joué, et il ne prendra pas le moindre risque, parce que en Grand Chelem, en 5-7, s'il est un peu en confiance, qu'il a un tableau assez dégagé, il peut quand même aller très très loin à Paris d'ici une quinzaine de jours. Guarin, on a l'impression que pour le coup cette suspension du circuit l'a vraiment stoppé dans son élan. Doublement titré à Cordoba, à Rio, le Chilien qui était aux portes du top 10 mondial n'est plus du tout sur la même dynamique depuis la reprise. Avec des défaites sur dur face à Bedene Kukushkin, il n'y a rien non plus de dramatique. Il perd contre un bon Coric à Rome, d'ailleurs tu l'avais signalé la semaine dernière. Comment tu le vois toi sur cette terre battue de Hambourg? Il a besoin de confiance, il a besoin de jouer avant Roland Garros. Il n'a toujours pas gagné un match à Roland Garros. Ça fait partie de cette jeune de sa génération très talentueuse sur terre qui n'a pas encore percé à Roland. Comment tu vois cette semaine? Il aurait dû être un prétendant ou un outsider important de Roland Garros. En mai, ça avait été en mai. C'est ça. Et puis là, il a du mal, il a beaucoup de mal. Et ce tournoi de Hambourg, il va être important, parce que s'il perd au premier tour encore, il va arriver avec une confiance totalement en berne. À un moment, il va bien se réveiller quand même, parce que c'est quand même un sacré joueur de terre. Est-ce que ses conditions de jeu correspondent à sa technique? Parce qu'il est trapu, c'est un vrai joueur de terre qui, il est tout à fait capable de bien jouer. Et puis il aura en face de lui un gars avec qui il va y avoir des échanges, qui va le faire jouer. C'est pas non plus, il va pas prendre coup gagnant sur coup gagnant. Si ça dure un peu, comme l'a dit Rodolphe, c'est vrai qu'on a vu Nishikori au bout d'un 7,5, ça pioche.
physiquement, ça pioche. Il a réussi un peu à battre Ramos à Rome, mais le deuxième set, mon Dieu, qu'il a été compliqué. S'il y en avait eu un troisième, je ne sais pas s'il aurait réussi finalement à passer. Donc, c'est un premier tour. Garin, il n'y a pas de confiance, il ne joue pas très bien. Après, à un moment, c'est un super joueur de terre, il va bien se réveiller, quoi. Dans le dernier quart de tableau, on retrouve le grec Tsitsipas, je reste avec toi Rod, qui n'a pas réussi sa reprise, un bilan vraiment très mitigé pour lui. Il n'est pas aussi éclatant qu'avant la suspension, lui aussi ça lui a un peu coupé les jambes. Comment tu le vois sur ce tournoi, sur cette terre battue allemande qui va fouler pour la première fois? Il est arrivé tôt, du coup à Hambourg, on l'a vu s'entraîner plusieurs fois là, sur le central, sur le court. C'est vrai qu'il a été décevant à Rome, plus que le fait qu'il ait perdu, c'est la manière dont il a joué. Il a réussi par miracle à gagner la deuxième manche face à Sinner, mais il a été dominé tout le match. Voilà, et c'est juste à un moment, il a eu un petit sursaut d'orgueil, il s'est un peu accroché. Ça, à un moment où Sinner s'est un petit peu tendu, mais sinon, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, il se faisait vraiment, vraiment largement dominer. Donc il n'arrivait pas à tenir la balle. Il a fait beaucoup de bois dans son match. Ouais, il est loin de son meilleur niveau. Là encore, c'est un prétendant à Roland-Garros. Il va falloir mettre les bouchées doubles, gagner des matchs avant d'arriver à Paris et espérer quelque chose, parce que là, il est loin de son meilleur niveau et loin du tennis sur terre battue qu'il pratiquait il y a un an et qu'il avait vu notamment battre Nadal à Madrid. Pour l'empêcher de filer en demi-finale, j'ai quelques noms à vous soumettre. On a Struff, éventuellement, l'Allemand. Alors on sait que il a progressé. C'est toi qui voulais parler de Struff. Il a progressé sur terre, mais est-ce qu'il est capable sur cette terre-là il est à 3 victoires pour 12 défaites à Hambourg. Hein, donc pour le coup, lui, il frappe fort. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais il y a peut-être une façon de frapper fort qui fait que là, pour le coup, à Hambourg, lui, ça colle pas. Ouais, après j'ai envie de penser qu'il est capable de le faire, parce que c'est un joueur qui, je trouve, qu'on suit depuis très très longtemps, moi qui m'a souvent déçu par le passé, parce que je me disais c'est étonnant, il a quand même des qualités, mais voilà. Par le passé ou même la semaine dernière face à la semaine dernière, ouais, parce qu'il a rosé beaucoup, mais depuis un an c'est assez différent. Il a eu son premier bilan positif pour la première fois de sa carrière sur la fin d'une saison, avec plus de victoires que de défaites en 2019. En 2001 il n'a pas pu jouer beaucoup, mais bon, il a quand même fait un quart de finale à Cincinnati, en battant de Minor, Shapovalov, il a battu des bons joueurs, et Goffin, voilà, donc il reste quand même en forme. Évidemment, la terre, c'est pas sa meilleure surface, mais il a déjà battu des joueurs, il a déjà battu Dimitrov, Silic, Tsitsipas, voilà, il les a déjà battus. Et Nadal, il fait 7-5, 7-5. Bon, voilà, donc c'est pas mal. Et alors, donc du coup, j'ai regardé le tableau, Khachanov est très moyen en ce moment. Et après, pour le coup, la surface, c'est pas du tout la surface de prédilection du Russe non plus. Voilà. Et après, ça serait Lajovic-Manarino. Donc ça veut dire que je trouve peut aller un petit peu loin, pas forcément aller gagner le tournoi, mais il a une ouverture en tout cas. Il a une ouverture. Pour ça, il faudra taper éventuellement Lajovic. Romain, tu voulais en parler, le Serbe, finaliste à Monte-Carlo, qui était un peu dans le dur là avant ce tournoi de Rome, et puis qui a fait 2 bons matchs à Rome face à Raonic de mémoire, et le premier Davidovic. Bon. Ça reste quand même un épouvantail, Lajovic. C'est le 8e meilleur joueur mondial sur terre, grâce à Monte-Carlo justement, sa finale, devant Zverev, devant Schwartzmann. Donc, peut-être pas le Schwartzmann du moment, mais c'était jusqu'à hier. Il y a plus de points sur l'année. Okay. Et les conditions peuvent l'avantager, je pense, par rapport même à Struff. Il est quelqu'un qui est patient, qui sait lifter, prendre son temps pour aller chercher les coups gagnants, tout ça. Donc, pourquoi pas le voir aller loin. Il joue Manarino normalement. C'est un premier tour à sa portée. Adrian, c'est pas le meilleur joueur sur terre qui existe. Ça, c'est sûr. Il est à 26% de victoire. Donc on a aussi du Evans dans cette partie de tableau qui est à 20% de victoire. Bon, voilà. Donc on a quand même pas des joueurs, pas des épouvantails. Même Fritz, c'est pas non plus un. Alors Fritz, justement, on va finir par lui. Il a été pas si mal sur terre la saison dernière. Un peu bizarre. Il avait battu Schwartzmann, Dimitrov, Pella, Bautista. Une vraie performance pour le jeune américain qui n'était pas du tout un spécialiste de la terre, qui n'est pas formé à la terre comme la plupart des Américains. Est-ce qu'il peut là, éventuellement dans ce tableau après, le problème, c'est qu'il aura éventuellement Tsitsipas au 2e tour. Donc là, pour le coup, ce sera un sérieux client. Ce sera un exploit retentissant, en tout cas. Mais s'il arrive à taper le grec, il s'ouvre le tableau, clairement.
Mais t'y crois pas trop. Encore une fois, tout est possible. Moi, j'y crois pas des masses. Mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fritz, encore une fois, pour moi, il sait jouer sur terre parce que ça fait partie de cette génération, notamment un joueur qui est moins connu qui s'appelle Tommy Paul, où ils avaient très bien joué en junior. Il y avait eu, je crois, 3 Américains il y a quelques années qui étaient en finale des juniors sur terre battue, ce qui était quand même assez surprenant. Mais pour moi, il joue quand même mieux sur dur que sur terre battue. Voilà, les conditions, là encore, on va en reparler. Si c'est très lourd, tout ça, bon, c'est quand même pas des super conditions pour lui. Après, tout est possible. Moi, je vois plus Tsitsipas qui, je trouve, a quand même un bon tableau. Pour un joueur qui est 6e mondial, il a quand même un tableau qui est tout à fait correct. Voilà. Et alors, pour le coup, c'est vraiment Tsitsipas, le joueur qui a énormément besoin de se rassurer. Donc on peut penser qu'il va être ultra concentré, qu'il va aller loin. Messieurs, on va finir avec vos pronostics pour les demi-finales. Qui veut se lancer pour la partie haute du tableau? Allez. Vas-y, Romain. Medvedev pour moi. Contre Rublev. D'accord. Les 2 Russes qui s'affronteront en demi-finale. Et dans la partie basse? Pourquoi pas Garin et Lajovic. Très bien, c'est noté. Rod? Bon, bah alors moi j'allais dire aussi Rublev-Medvedev, on peut dire la même chose? T'as le droit. D'accord, Rublev-Medvedev. Et alors en bas, qu'est-ce que j'avais mis? Alors j'ai un doute parce que tout dépend si Schwartzmann évidemment joue ou pas. Allez, j'ai envie de mettre Garin. Et du coup, t'as dit quoi, Romain, toi? Garin aussi. Ah bah d'accord, et après t'avais dit Tsitsipas? Ah d'accord, alors moi là je vais mettre Tsitsipas. Ok, et toi, Rod, pour finir? Moi, je vais pas dire pareil, alors je vais changer un peu. Je vais quand même dire Rublev parce que voilà, le tableau est quand même assez dégagé. Après, on ne sait pas, encore une fois, les qualifiés qui vont être dans cette partie de tableau. Mais, la partie haute. Mais je partage assez les avis de tout le monde par rapport à Rublev. C'est un très bon joueur de terre, c'est les conditions qui devraient lui aller. Voilà, il n'y a pas de raison. Et moi, j'ai envie d'aller. J'ai quand même envie de mettre Rude. Ok. Voilà. Rude, parce que Rublev. je trouve que franchement, il joue vraiment bien au tennis. Moi, il a une grosse frappe de balle, il m'a impressionné. Voilà. Après, et en bas en bas, j'ai envie d'aller sur. Sonego? Non, je vais aller sur Khachanov, moi, en demi. Je vais prendre Khachanov pour aussi changer un petit peu. Et il jouerait Et contre. puis, allez, j'espère le réveil de Gaël Monfils. Ça ferait une belle Bah oui, ça serait sympa. Hein. Messieurs, merci pour cette analyse de ce tournoi d'Hambourg. Comme promis, c'est le moment de vous annoncer la petite surprise qu'on vous a préparée avec The Bet. On a l'habitude d'organiser chaque semaine des concours de pronostics selon les tournois entre 20 et 30 euros à gagner pour le vainqueur. Et bien pour Roland Garros, on va offrir 75 euros pour le vainqueur, 50 euros pour le deuxième et 25 euros pour le troisième. Pour participer, 2 options. Soit vous êtes abonné au site Tennis Break News, au mois, au trimestre ou à l'année, ou soit vous êtes affilié à The Bet via notre lien d'affiliation TBN 150. Si jamais vous n'avez pas encore vu passer le lien, n'hésitez pas à nous contacter. On va donc augmenter exceptionnellement les places à 50 participants. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Twitter si vous voulez participer. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci. Bonne semaine. Et dans une semaine, ce sera pareil. Ce sera Roland Garros qui aura commencé à 7h. Voilà. C'est top. Merci, au revoir. Bonne semaine.